Je cède la parole à ma collègue orthophoniste, Camille Deluc. Bonsoir. Donc, moi, je vais vous parler des difficultés en langage oral, en langage écrit et en mathématiques. Alors, je vais commencer par le langage oral. Donc, la plainte des parents en général, quand ils viennent consulter pour le langage oral, c'est qu'à cause de ces difficultés, leur enfant soit est agressif, soit reste dans son coin. Alors, dans ces cas-là, les parents vont d'abord voir le médecin qui va prescrire un bilan. Et lors de ce bilan, on va regarder la parole, c'est-à-dire l'articulation. On va regarder le langage, c'est-à-dire le niveau de vocabulaire et la maîtrise de la syntaxe. Et on va regarder aussi d'autres compétences, comme par exemple la mémoire et l'attention. Parmi les enfants qui parlent mal, beaucoup ont un retard de parole et de langage. Donc on dit retard de parole quand l'enfant prononce mal, retard de langage quand il manque de vocabulaire et quand il fait des erreurs de syntaxe qui sont classiques mais qu'il ne devrait plus faire à son âge. Et en général, dans ces cas-là, le retard va commencer à se combler relativement rapidement après quelques séances et continuer à progresser avec les expériences langagières de la vie quotidienne. Mais parfois, même si la rééducation est bien suivie, il arrive qu'on n'ait pas les résultats attendus. Et si on reteste l'enfant au bout de 6 ou 12 mois, on se rend compte qu'il a progressé, mais qu'il a quand même du mal à rattraper son retard par rapport aux autres enfants. Et là, on va devoir rappeler le médecin pour qu'il prescrive des examens complémentaires qui permettront peut-être de diagnostiquer un trouble spécifique du langage oral qu'on appelle la dysphasie. Alors, la dysphasie, ça touche environ 2% des enfants. La rééducation va les aider à progresser, mais ils vont progresser lentement et ils vont garder longtemps des grosses difficultés en expression, en compréhension ou les deux. Certains enfants vont avoir besoin d'un ABS à l'école, mais besoin d'ABS ou pas, ils auront tous besoin d'aménagement scolaire, vu que tous les apprentissages passent par le langage oral. Alors, la rééducation de la dysphasie, dans l'idéal, elle doit être plutôt intensive, surtout en début de prise en charge, parce qu'on a beaucoup de choses à travailler, parce que, comme on l'a dit, le langage oral va entraîner, les difficultés de langage oral, ça va entraîner des difficultés en langage écrit et en mathématiques. Alors, pour la rééducation du langage oral, on sait que la dysphasie va entraîner des problèmes de vocabulaire, qui va rester insuffisant par rapport aux exigences de l'école, vu qu'il est restreint et limité au concret. Ça va aussi entraîner des difficultés de langage élaboré, qui ne va pas forcément être suffisant pour comprendre les blagues et s'intégrer au groupe. Et du coup, la priorité, ça va être que l'enfant puisse au moins bien prononcer et produire des phrases de type sujet-verbe-complément. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire acquérir à l'enfant un langage fonctionnel et on va l'aider à s'en servir le plus efficacement possible. La deuxième partie de la rééducation de la dysphasie va concerner le langage écrit. Là, c'est pareil, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture passe par le langage oral. Donc, ça peut être problématique pour l'enfant, il va falloir l'aider. Là, ce qui est important, c'est d'apprendre à lire à l'enfant assez tôt, si possible dès la grande section maternelle, parce que lire, c'est un objectif pour les enfants, et pour les enfants dysphasiques, c'est aussi un outil, parce que ça va les aider à améliorer leur langage oral en leur fournissant un bon support visuel. Et la troisième partie de la rééducation de la dysphasie va concerner les mathématiques. Là, c'est pareil, ça passe encore par le langage oral, donc il va encore falloir aider l'enfant. Ce qui va être compliqué pour lui, ça peut être le langage mathématique,
le calcul mental, la mémorisation des techniques opératoires, et puis aussi de comprendre les unités de mesure et leur conversion. Alors il ne faut pas hésiter à consacrer jusqu'à un tiers du temps de séance aux mathématiques, parce que ça va forcément être un plus pour l'enfant dans son insertion professionnelle future. Alors ensuite on va parler des problèmes de langage écrit. Donc là, ce qui amène les parents le plus souvent, c'est que leur enfant lit mal, ou que la lecture n'est pas encore assez fluide. Souvent, ils nous disent que l'enfant ne comprend pas les consignes, ne comprend pas ce qu'il lit, ou qu'il fait des fautes d'orthographe. Alors, pour bien comprendre la suite, il faut savoir qu'il y a deux façons de lire les mots. La première façon, c'est la voie phonologique. Ça consiste à traduire toutes les lettres du mot en sons, et ensuite à associer ces sons en syllabes et à associer les syllabes en mots pour pouvoir comprendre ce qu'il y a écrit. C'est la seule façon de lire les mots nouveaux qu'on n'a jamais vus. Et quand on veut écrire, là il faut faire le chemin en sens inverse. C'est-à-dire qu'on va se dire, je veux écrire le mot lapin, j'entends la et pain, dans la j'entends ul et a, donc j'écris la lettre L, la lettre A, etc. Et la deuxième façon de lire les mots, c'est ce qu'on appelle la voie lexicale. Et là, c'est la seule façon de lire les mots irréguliers. Donc là, il s'agit de se référer à un stock visuel qu'on a pu acquérir grâce à nos expériences de lecture. Et pour écrire, c'est la même chose, on fait encore le chemin en sens inverse. Quand on veut écrire le mot, par exemple, oignon, on va voir l'image globale du mot dans notre tête, et si on n'est pas dyslexique, on n'aura plus qu'à recopier cette image. Alors, quand un enfant a des difficultés avec le langage écrit, il va aller voir le médecin, et le médecin va faire le tour de tout ce qui peut expliquer les difficultés de l'enfant. Pour ça, il va faire sa consultation médicale, et puis il va envoyer l'enfant faire un bilan chez l'ophtalmo, un bilan chez l'ORL et un bilan chez l'orthophoniste. Donc, au début de l'apprentissage, vers le CP-CE1, on a besoin de savoir si l'enfant parle bien, s'il sait jouer avec les sons, s'il sait différencier les sons proches, s'il maîtrise bien les correspondances entre les lettres et les sons, et entre les sons et les lettres. Et on va voir aussi où il en est de sa lecture et de son écriture. Et à partir du CE2, là normalement la lecture a dû devenir plus fluide, l'orthographe doit commencer à se mettre en place, donc le bilan ce sera à peu près la même chose mais un petit peu plus approfondi. Alors pour le diagnostic, c'est comme pour le langage oral, on ne peut pas savoir dès le jour du bilan si l'enfant a un retard ou un trouble spécifique. C'est l'évolution qui va nous permettre de trancher. Si l'enfant rattrape son retard en quelques semaines, après le début des séances, on peut penser qu'il avait un retard simple. Et si par contre ces difficultés persistent, on va rappeler le médecin qui va prescrire un bilan multidisciplinaire qui va peut-être permettre de diagnostiquer un trouble spécifique de l'acquisition du langage écrit, qu'on appelle plus communément la dyslexie. Alors, la dyslexie, ça touche environ 3 à 5% des enfants qui vont donc avoir des grosses difficultés pour acquérir et pour automatiser la lecture. Donc leur lecture est laborieuse, elle comporte des erreurs, parfois elle n'est pas bien comprise. Et même avec une rééducation orthophonique bien suivie, parfois elle reste difficile. Alors ça c'est des généralités, mais il peut y avoir des grosses différences entre un enfant dyslexique et un autre. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier le mécanisme le plus perturbé pour pouvoir avoir un plan de rééducation clair. Donc au final, en fonction de ce qu'on voit au bilan, on a la dyslexie phonologique, ça c'est quand c'est la sphère du langage qui est atteinte. La dyslexie lexicale, c'est quand c'est la sphère visuelle qui pose problème. Et puis on peut rajouter la dyslexie visio-attentionnelle et la dyslexie visio-spatiale. Alors, la dyslexie phonologique, c'est la dyslexie la plus fréquente. Elle concerne environ 2 enfants dyslexiques sur 3. Donc dans ce cas-là, l'enfant a du mal avec les sons. Du coup, il a des grosses difficultés de déchiffrage. Mais heureusement, il est capable de mémoriser des indices visuels.
pour reconnaître des mots qu'il a déjà vus. Donc on peut imaginer qu'il pourrait lire plus facilement un mot difficile comme monsieur s'il l'a déjà vu qu'un mot facile comme madame qu'il n'aurait jamais vu. Alors le problème c'est que un enfant qui a une dyslexie phonologique, il peut lire, si on exagère un petit peu, que des mots qu'il connaît déjà. Donc au bout d'un moment, ça ne va pas suffire. La dyslexie lexicale, là c'est un petit peu le contraire. L'enfant se débrouille bien avec les sons, mais il va avoir du mal à mémoriser la forme globale des mots. Donc à chaque fois qu'il va voir un mot apparaître, il va être obligé de le redéchiffrer. Donc bien sûr ça pose problème parce que déchiffrer ça prend beaucoup plus de temps. Et puis surtout on ne peut pas lire les mots réguliers, donc on ne peut pas lire tous les mots. Alors la dyslexie mixte, ça c'est quand l'enfant a les deux types de difficultés, les difficultés de la sphère du langage et les difficultés de la sphère visuelle. Donc du coup c'est un petit peu plus sévère parce que il peut lui arriver de ne pas pouvoir lire un mot ou plusieurs, ni en les déchiffrant, ni en les reconnaissant. Et les deux dernières dyslexies vont concerner aussi l'orthoptiste. Donc je vais passer rapidement. La dyslexie visuo-attentionnelle, c'est quand les capacités neurovisuelles et attentionnelles de l'enfant ne sont pas suffisantes pour qu'il puisse prendre des indices visuels, et du coup il peut sauter des lignes ou faire des ajouts, des omissions, des inversions ou des confusions qui peuvent concerner une lettre ou le mot en entier. Et la dyslexie visuo-spatiale, ça concerne par exemple les enfants dyspraxiques parce qu'ils ont un déficit de la structuration spatiale et ils ont un problème avec les mécanismes qui traitent les informations visuelles spatiales. Alors, pour la rééducation de la dyslexie phonologique, eh ben, ça va être bien sûr d'entraîner les capacités phonologiques, c'est-à-dire au niveau des sons, d'entraîner la lecture en utilisant des jeux qui vont permettre de rabâcher certains points jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus automatique. Bien sûr, il faut faire le même genre d'exercice en écriture. Et on va aussi enrichir le stock visuel de mots pour que l'enfant ait le moins possible besoin de déchiffrer. Alors pour la dyslexie lexicale, là on va travailler le déchiffrage qui fonctionne, mais on va quand même l'entraîner pour gagner en rapidité. On va travailler au niveau de la reconnaissance qui fonctionne moins bien, donc pour essayer de la développer. Et on va travailler bien sûr la compréhension écrite, qui est toujours à travailler en utilisant des exercices ludiques. Pour la dyslexie visuo-attentionnelle et la dyslexie visuo-spatiale, on va entraîner l'attention et les stratégies visuelles en utilisant du matériel ludique et du matériel écrit, mais on va surtout compter sur l'aide de l'orthoptiste. Alors, maintenant on va parler un petit peu des difficultés en maths. Donc, ce qui amène les parents à consulter pour leur enfant, c'est souvent que l'enfant a du mal à retenir les tables de multiplication, qu'il ne comprend rien au problème ou qu'il a du mal avec les grands nombres, par exemple. Donc là, on va devoir faire un bilan pour voir si l'enfant a juste besoin d'aide pour quelques notions ou s'il a des difficultés qui peuvent évoquer un trouble spécifique du calcul et des activités numériques, qu'on appelle la dyscalculie. Alors, pour le bilan orthophonique de la dyscalculie, des maths, on va s'intéresser à 3 grands domaines. Donc, la première partie, ça va concerner les structures logiques élémentaires, qui sont très importantes puisque c'est la base de tous les apprentissages en maths. Donc, on va regarder les classifications. Donc, la classification, c'est pouvoir trier des éléments en regardant leurs points communs. On va regarder la coordination, qui est la capacité à considérer simultanément 2 points de vue. On va regarder la combinatoire, ça c'est pouvoir s'organiser pour trouver toutes les combinaisons possibles. On va regarder la sériation, qui permet à l'enfant de prendre les éléments d'un ensemble et de les mettre dans l'ordre en regardant les différences. On va regarder aussi la conservation. Alors, un enfant conservant, pour lui, ça sera évident que si on n'enlève pas d'éléments et si on n'ajoute pas d'éléments,
il y en aura toujours le même nombre, même si on a changé la disposition spatiale et donc l'aspect visuel. Et on va regarder aussi l'inclusion, qui est la capacité à hiérarchiser les ensembles et les sous-ensembles. Alors, la deuxième partie du bilan logico-mathématique, c'est d'essayer de faire le lien avec les difficultés en maths. Enfin, le lien entre les structures logiques élémentaires et les difficultés en maths. Et pour ça, on va faire passer quelques épreuves qui vont mettre en jeu des choses comme l'équivalence numérique, le système positionnel, le système décimal ou la soustraction, les additions avec retenue, les problèmes, etc. Et la troisième partie, ça va être d'évaluer les compétences en langage, notamment en langage mathématique, les compétences de repérage dans le temps et dans l'espace, et les compétences praxiques. Alors, en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on aura vu pendant le bilan, on va pouvoir parler de trois types de dyscalculie. Donc la dyscalculie logique, c'est celle qu'on peut appeler la vraie dyscalculie, car elle concerne les enfants qui n'ont pas acquis les structures logiques élémentaires, donc qui n'en ont pas acquis la base. Pour eux, on va faire des jeux pour les aider à acquérir ces notions. À chaque fois, on va commencer par des situations très concrètes, avec beaucoup de manipulations, et puis petit à petit, on va essayer de coder un petit peu tout ça. Par exemple, si on utilise des petits bonhommes de Playmobil, on va ensuite les dessiner sur une feuille, et puis ensuite on va les représenter juste par une croix ou un petit rond. Et le but, c'est qu'à la fin, l'enfant ait intériorisé tout ça et qu'il puisse voir dans sa tête sans avoir dans ses mains ou sous ses yeux. La dyscalculie verbale, elle intéresse aussi les orthophonistes parce que c'est une dyscalculie qui est liée aux mots. Donc elle touche les enfants qui ont des troubles du langage, comme les enfants dyslexiques ou les enfants dysphasiques. Donc avec eux, on va faire un travail sur des termes ou des notions qui sont difficiles, comme des termes comme la moitié, la centaine ou le centième, les mots compliqués comme 93, etc., un tiers, ou des notions comme si, alors, autant, des choses comme ça. Et la dyscalculie spatiale, elle touche les enfants qui ont des difficultés au niveau du regard, au niveau du geste et au niveau de l'organisation spatiale. Et c'est pour ça qu'elle intéresse plus les ergothérapeutes ou les orthoptistes. Et donc, je vais laisser la place à ma collègue orthoptiste, Isabelle Guichard.